Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je voudrais pertinente, je l'espère. J'espère que vous saisirez le contenu de ce que je vais tenter d'expliquer. Même si je suis déjà en train de planifier toute une saison, je vais le dire comme ça, tout un roman fleuve sur la question de Kemet. Mais aujourd'hui, je voudrais juste attirer l'attention de nous, les Africains, sur un certain nombre de choses, ou sur principalement une chose. Je suis Elmoncio Godson, et vous êtes avec moi ici sur la thématique que je vous propose, à savoir l'identité de la terre africaine. Si vous voulez, vous pouvez dire l'identité de Kemet, si vous voulez, mais ce serait, dans ce que je vais expliquer, une répétition. Mais pour le moment, nous avons des néologismes, même si ils ne conviennent pas confortablement à ce qu'il y a, nous pouvons les utiliser pour que nous sachions de quoi nous sommes en train de parler. On parle de la terre africaine, du continent africain dans sa globalité. Donc je ne parle pas seulement de l'Égypte, bien que le terme de Kemet ne soit pas associé uniquement à l'Égypte, mais à toute cette partie que nous appelons aujourd'hui la terre d'Afrique. Pourquoi j'aborde cette thématique? C'est parce que j'ai constaté que tout va dans tous les sens. Parce que quelque part, lorsque vous menez un combat pour l'éveil africain, vous devez quand même avoir une certaine stratégie, une certaine démarche, une procédure qui permette, après validation, de se dire que nous respectons l'esprit de nos ancêtres par rapport à ce qui devrait être. Parce que vous pouvez avoir raison, c'est une façon de parler, mais si vous avez une mauvaise procédure, vous aurez tort. Une eau pure, lorsqu'elle s'écoule à travers un tuyau souillé, eh bien, l'eau va rapidement se souiller. Il est donc important de savoir faire les choses. C'est ce qu'on appelle l'art. Et je crois que nos ancêtres ont été les premiers à démontrer l'art. L'art, c'est cette dimension qui exprime la beauté, qui exprime l'harmonie, qui exprime l'équilibre. Et donc, nous devons prendre cette leçon de nos ancêtres pour mettre de l'élégance dans ce combat que nous sommes en train de mener. Il est très important d'y mettre de l'élégance parce que je me dissocie de beaucoup de mouvements panafricains, africains ou kémétistes parce que je ne me retrouve pas encore dans certains mouvements puisque je comprends ce que nous sommes et ce que je suis, mais souvent la démarche ne me plaît pas. Je ne fais pas dans l'insulte, dans l'injure, dans les insultes, ou je ne fais pas dans les méthodes de l'impérialiste. Je crois, à mon humble avis, que nos ancêtres avaient plus de sagesse et que de par leur sagesse, nos ancêtres ont laissé dans ce que nous avons aujourd'hui de l'Égypte antique et même de l'Égypte pharaonique, ce que nous en lisons, c'est un ensemble d'harmonie, d'équilibre, de beauté, d'esthétisme qui se dégage de toute la métaphysique, de toute la cosmologie, cosmogonie, de toute la théodicée, n'est-ce pas, de la connaissance de Kemet. Et donc,
Rien que pour ça, nous devons développer de l'élégance dans ce que nous disons, dans la façon de le dire. C'est très important, puisque la nature elle-même, ce monde, est un monde de manières. Ce monde nous montre la manière de faire les choses. Ce n'est pas ce monde qui a créé les principes des choses, mais ce monde nous montre la manière de faire. Et quand on voit toute la beauté des pyramides, des sculptures et des écrits, ou même des hiéroglyphes des Médonitaires, on se rend compte que nos ancêtres avaient de la beauté dans le cœur, ils avaient de l'équilibre, ils avaient de la sérénité dans l'âme. Et c'est ce qu'on lit en fait. J'ai toujours dit souvent que l'invisible brille par son absence. Et quand vous regardez l'Égypte antique, il y a ce que vous voyez avec vos cinq sens, mais il y a également ce que vous ne voyez pas avec vos cinq sens. Et c'est ça l'Égypte. C'est ça Kemet. Ce que vous ne voyez pas avec vos cinq sens, c'est ça qui est Kemet. Parce que vos sens peuvent vous duper, mais le cœur, qui est la frontière entre les sens physiques et les sens suprasensibles, le cœur qui est la mat, qui est Mei, eh bien, le cœur nous dit précisément comment nous devons faire les choses. Sachez que le mental se trouve dans le cerveau, on peut le dire comme ça, ou que le mental s'exprime par le cerveau, mais l'esprit ne s'exprime que par le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui démontre le mariage entre Chou et Tefnut, puisque Tefnut peuvent identifier automatiquement au cœur, à Mei ou à Maat, à Isis, ce que vous voulez. Et donc, les deux étant ensemble, il est clair que l'esprit ne s'exprime que par le cœur. Il faut bien comprendre la science de nos ancêtres dans leur symbolique et comment toutes ces choses-là sont interconnectées pour créer cet ordre, cet équilibre, cette harmonie, cet amour dont les Africains ont fait preuve à l'époque pour ouvrir leur cœur, leurs bras à ceux qui, à l'époque, étaient purement et simplement des sauvages et qui, malheureusement, ne sont pas encore sortis de leur état de sauvagerie. Je pèse bien mes mots. Il n'y a pas plus sauvage aujourd'hui, et là je suis très poli en fait, il n'y a pas plus sauvage aujourd'hui que ceux que vous appelez les Occidentaux, les Européens, les leucodermes. Ils sont encore à l'état sauvage. Je peux vous l'expliquer, je peux vous le démontrer, mais comme je l'ai dit, je suis en train de préparer un ensemble d'épisodes sur Kemet pour démontrer par A plus B, c'est une façon de parler, même si la logique égyptienne n'est pas exactement comme ça, c'est une logique de l'araignée, c'est une logique étoilée, je l'expliquerai plus tard. Donc, c'est une façon de parler, comme je le disais tantôt. Nous arriverons à comprendre que, effectivement, ceux avec qui, apparemment, nous sommes en conflit, je dis bien, apparemment, nous sommes en conflit, qu'on appelle les leucodermes, sous diverses catégories, sous diverses formes, je les emballe ainsi, sont encore à l'état où je suis en train de vous parler, à l'état primitif. Le vrai problème, en fait, c'est ce que j'appelle au niveau épistémologique, c'est les concepts dont nous sommes en train de nous prévaloir. Et ces concepts-là sont tellement si vides et si creux qu'on ne sait plus ce qu'on se dit, même si dans ce flou, les gens qui détiennent les codes invisibles de la manipulation semblent se connaître ou semblent nous dire qu'on comprend, même si on se base sur des éléments définitionnels qui en fait ne font que créer ce que j'appelle des programmes de contrôle mental. Je vous explique. Vous savez, nous sommes aujourd'hui à une ère spéciale que je pourrais même qualifier de l'ère de Kemet. Et il en sera forcément ainsi, d'une certaine manière. Nos ancêtres appelaient ce que vous appelez aujourd'hui des leucodermes, ils les appelaient des sauvages. Pour la simple raison que ce sont des personnes
dont le mental est maladroitement développé. C'est-à-dire, ce sont des gens dont le mental et le cerveau sont développés de façon anachronique, sont développés de façon très nuisible, de façon, disons, perverse. Ce sont des personnes dont le mental est essentiellement, disons, un mental de vampire. Nos ancêtres le savaient, ils le comprenaient, et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont été assiégés à un moment donné, ils ont tout fait pour ne laisser que les connaissances périphériques, en sachant que les personnes dont nous sommes en train de parler ne possèdent pas le cerveau ni le mental adéquat pour saisir, pour cerner les principes réels de l'hermétisme africain. C'est une vérité qui va faire mal, mais aujourd'hui encore, tant que l'Occident et les leucodermes ne possèdent pas des concepts de base qui constituent leur répertoire de définition, ils sont incapables de faire de la spiritualité, ils sont incapables de faire de la métaphysique, ils sont incapables de faire de la réflexion poussée au niveau des connaissances théologiques. Parce que sans cette définition, ils ont comme l'impression de nager dans un flou, dans un fourre-tout qui ne leur dit absolument rien. Et pourtant, c'est dans ce fourre-tout que le cerveau africain se retrouve. C'est un cerveau dont les racines sont complètement en adéquation avec la nature. Les autres ont un cerveau en adéquation avec le superficiel, avec la périphérie, avec ce que je pourrais appeler, disons, l'invention basée sur, disons, du factice. Il y a une partie de la Bible des chrétiens qui semble dire la vérité sur la chose, même si cette partie a été très mal interprétée. Vous voyez l'histoire de Noé avec ses 3 enfants. Parmi les 3 enfants, il y a un seul qui l'a vu nu, c'est Kem. D'accord? C'est Kemet. Bon, on peut ne pas dire Kemet, on peut dire simplement Kem. Vous voyez, c'est Kem. Et ce son a une consonance qui nous relie directement à quelque chose. Et d'ailleurs, quand vous voyez les graphies associées au nom Kem, au nom Kemet, vous vous rendez compte que on y voit le flanc d'un crocodile, on y voit l'image d'une chouette. Ce sont des représentations associées à des, disons, à des symboles de profondeur. Profondeur dans l'espace, profondeur sous la terre. Et donc, nous sommes en face avec ce qu'on ne voit pas, avec ce qui est caché, avec ce qui est secret. C'est d'ailleurs pourquoi on y associe des fois un seau de papyrus pour dire Kemet, parce qu'on est en face de quelque chose qu'on ne voit pas. Et quand on ne voit pas quelque chose, eh bien, on dit que la chose est noire. Et donc, le noir a toujours été le symbole du secret, du sacré, le symbole de quelque chose d'inaccessible, le symbole de quelque chose de mystérieux, de profondeur. C'est comme le crocodile dans les profondeurs souterraines. Donc, on voit le flanc du crocodile qui représente les profondeurs. Donc, en fait, la terre de Kemet, au-delà du concept, disons, ethnique ou tout autre concept anthropologique qui pourrait nous situer dans l'aspect couleur de peau, il faut voir plutôt Kemet au-delà de ça. Il faut voir Kemet associé au concept symbolique de la mélanine et par conséquent au symbole de la profondeur, de ce qui est noir, de ce qui en fait est mystérieux. Donc, Kemet, c'est la terre des mystères. L'Afrique, c'est la terre des mystères. Le continent africain est une terre de mystères. Je le dis parce que lorsque vous ne comprenez pas ce que c'est,
vous ne saurez jamais quel type de combat vous mènerez parce que vous n'avez pas reconnu l'identité première de votre milieu de vie. Et quand vous ne reconnaissez pas l'identité première de votre milieu de vie, il sera difficile de créer de la réflexion à partir de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, l'identité du continent africain, c'est une identité qui a été définie, le mot défini ne me plaît pas trop, qui a été vue, qui a été symboliquement traduit par nos ancêtres pour que nous puissions comprendre cela. Ils l'ont appelé la chouette, ils l'ont appelé le flanc du crocodile, ils l'ont appelé le secret, le sacré. Or, la chouette voit dans la nuit. Est-ce que vous voyez? La chouette voit dans la nuit. C'est un oiseau de nuit, en quelque sorte. Un oiseau de profondeur nocturne, tout comme le crocodile est un oiseau de profondeur du noun, en quelque sorte. Alors, cela nous permet de comprendre que la terre sur laquelle nous sommes, pour nos ancêtres qui y ont vécu pendant des milliers d'années, suivant les cycles que nous appelons les ères astrologiques, et ils l'ont démontré en montrant cela par le Sphinx, cela veut dire qu'ils ont été obligés au fil des millénaires de comprendre que la terre d'Afrique leur impose, je pèse les mots, leur impose une certaine énergie. Et comme nos ancêtres voulaient être en adéquation avec l'environnement, avec la nature, ils ont écouté les pulsations telluriques de notre milieu de vie et ils en ont déduit que vous ne pouvez pas faire autre chose sur une terre qui soit différente de l'identité intrinsèque de cette terre-là. Et c'est là qu'ils ont compris que la terre est nétière, c'est-à-dire que la terre même est une divinité, c'est-à-dire est Geb, c'est un nétière, c'est un dieu, c'est une divinité. Et ils ont toujours représenté le symbole de nétière. Et vous comprenez déjà que le symbole de nétière, qui représente d'ailleurs Osiris, dans ses 3 premiers états, Osiris momifié, représentant les énergies chthoniennes, Osiris Horus et justement Osiris le transcendant. Donc, ils ont compilé ces connaissances-là dans la compréhension de nétière, car le mot nétière est associé directement à Osiris, qui est le premier nétière. Donc, on peut dire que tous les nétières sont fondamentalement d'abord Osiré. Et donc, nos ancêtres avaient compris que la terre elle-même, en tant que nétière, possède un principe auquel on ne peut pas se soustraire. C'est comme par exemple, je dis tout de suite que, bon, on va se soustraire de la gravité et où on va se soustraire de la rotation de la Terre ou qu'on va se soustraire de la galaxie qui tourne autour, on va se soustraire de la rotation du Soleil. Vous voyez, il y a des cycles que nous appelons les ères qui imposent leur énergie. De la même manière, une terre est fondamentalement nétière et impose une énergie. C'est ce que nous appelons l'énergie identitaire de cette terre-là. Donc, quand je veux mener un combat sur une terre ou à partir d'une terre, même si je suis à l'étranger, parce que je possède cette connexion à cette terre-là, de par mes ancêtres, de par mon sang, qui est naturellement Osiré. Et donc, quand je possède cette connexion avec cette terre-là, que j'y sois ou que je sois ailleurs, je dois connaître la divinité tutélaire du continent africain et sa fonction première. C'est ce que j'appelle le principe premier de la terre africaine. La terre africaine est une divinité, c'est-à-dire un éther dont la fonction est reliée directement au mystère, au cachet, au secret. C'est la terre de l'Occident. C'est la terre de ce qui est voilé. C'est la terre de là où le soleil se couche. C'est la terre des initiations. C'est la terre de tout ce qui est mystère. C'est là qu'on retrouve ce que j'appellerais les éléments premiers de toute création. Ce que j'appelle les principes premiers de toute création. Ce qui veut dire en clair que
Si quelque chose doit naître sur toute la planète Terre, l'Afrique en est le principe premier. L'Afrique en détient la spiritualité et le spirit, c'est-à-dire l'esprit de cette chose-là. Donc, notre continent africain a un rôle premier à jouer, tout comme le continent européen, le continent asiatique, l'Océanie. Chaque continent est représentatif d'une divinité qui a une fonction bien précise. Donc, si nous voulons mener un combat à partir de notre terre, qui est donc Netcher, nous devons savoir quelle est son identité spirituelle. Parce que si nous travaillons en dehors de son identité spirituelle, nous ne gagnerons jamais ce combat-là. Au contraire, nous allons favoriser les autres à nous gagner. Et donc, pour avoir passé des millénaires sur ce continent, pour avoir épousé, pour avoir accordé, synchronisé les battements du cœur avec les battements de cette terre-là, nos ancêtres ont écouté, ont entendu la terre leur parler et la terre leur a donné le secret de son identité. C'est d'ailleurs pourquoi tout ce que l'Afrique a développé, d'abord, c'est la spiritualité. Et cette spiritualité est fondamentalement la science. Vous savez, on ne peut pas parler de science sans spiritualité, c'est faux. Les gens qui sont dotés d'un esprit fragmenté ou d'un mental fragmenté, qui ne perçoivent que les choses dans ce que j'appelle la logique cartésienne, ne peuvent pas mettre ensemble science et spiritualité. C'est impossible pour eux et on ne peut pas leur en vouloir parce que leur cerveau est configuré comme ça, jouer de l'artifice. Si je revenais donc à l'histoire de Noé, vous allez voir que parmi les 3 enfants de Noé, c'est Kem seul qui l'a vu nu, c'est-à-dire Kem a accès à la nudité, c'est-à-dire à la vérité, au principe premier des choses. Mais les autres enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un tissu, marché à reculons, c'est très symbolique, pour couvrir donc Noé. Cela veut dire que ce sont des personnes qui marchent à l'envers de ce que nos ancêtres ont toujours fait. Et non seulement ce sont des gens qui marchent à l'envers, mais ce sont également des gens qui viennent avec des artifices, c'est-à-dire ce qui est artificiel, ce qui est une illusion, ce qui n'est pas en conformité avec la vérité. Mais ces personnes possèdent un avantage, c'est que si nous leur donnons cette connaissance-là, ces personnes peuvent les rendre pragmatiques. Cela ne veut pas dire que les connaissances chez nous n'étaient pas pratiques ni pragmatiques. Parce que ce qu'on peut appeler pratique et pragmatique est relatif. Est-ce que vous voyez? Mais néanmoins, si quelqu'un doit posséder la nature de Sobek pour entrer sous les profondeurs du Nil, c'est l'Africain. Et dans les profondeurs, c'est la noirceur, c'est la mélanine, mais c'est surtout et fondamentalement le mystère. Ce que l'Afrique doit apporter au monde, c'est la spiritualité. Ce que l'Afrique doit apporter en termes d'idéologie, en termes d'identité aux autres continents, c'est ce que je vais appeler, et que cela ne vous choque pas, c'est l'humanisation. Oui, ça sonne vraiment comme ça, l'humanisation. En fait, le vrai problème que nous avons, comme je le disais tantôt, c'est un problème de concept. Nous sommes partis du principe que nous savons de quoi nous parlons, alors qu'en fait, nous n'avons pas situé, d'accord, l'élément sur lequel nous devons nous entendre, parce que nous supposons que tout le monde sait de quoi nous parlons. C'est ce que j'appelle généralement un facteur de confusion. Et le facteur de confusion est délibérément mis en exergue par le Locodem pour créer de la confusion afin de ne pas révéler sa vraie nature de faussaire. Ce que je veux dire est simple. Il y a une différence dans le concept africain. Il y a une différence extraordinaire entre un humain et un être humain. C'est pourquoi lorsque les Grecs ont été enseignés en Égypte, ils ont sorti le concept de anthropos. Et dans le mot anthropos, il y a un sous-entendu qui est netcher. Il y a le mot netcher dans anthropos. C'est pourquoi le mot anthropos, qui va donner anthropologie, fait l'étude non pas de l'humain, et c'est ça l'erreur,
mais de l'être humain. Il y a une différence entre un humain et un être humain. On peut créer des humanoïdes, mais un être humain est un bantou. C'est ce que nos ancêtres exprimaient par le terme de bantou, c'est-à-dire un véritable homme. Ce qui veut dire qu'en fait, que déjà à l'époque, nos ancêtres savaient qu'il y avait des gens qui n'étaient pas des hommes, c'est-à-dire qui n'étaient pas de véritables hommes, qui n'étaient pas des êtres humains, mais qui étaient simplement des humains. La nature ne créant pas doublement un apex, il est clair que la nature a créé des humains, mais la nature a créé également des êtres humains qui sont supérieurs aux humains. Et c'est ce que les leucodèmes craignent. Ils savent fondamentalement que nous leur sommes supérieurs parce qu'ils ont déjà étudié certaines sciences de l'Afrique et ils ont compris, en lisant certains hiéroglyphes qu'ils ont cachés, que ce n'est pas la première fois qu'il y a des conflits au cours de certaines ères astrologiques passées, très lointaines, que nos ancêtres ont raconté. Ils savent très bien que ce n'est pas la première fois qu'il y a toujours eu des dissensions entre les êtres humains et les humains. Les êtres humains viennent avec de l'humanité et de l'humanitude. Par contre, les humains, soi-disant humains, viennent avec la barbarie. Vous voyez, c'est des gens qui sont restés coincés au niveau du cerveau. En fait, le cerveau n'est pas intelligent. C'est juste une machine sétienne, c'est-à-dire associée à 7, qui crée la confusion. C'est une machine sétienne dont la fonction est de tout simplement reproduire une logique, même si elle est déficiente. Donc vous trouverez très bien quelqu'un qui est fortement intellectuel, mais son raisonnement est déficient parce qu'il ne raisonne pas selon la Mahat, il raisonne selon le côté brutal du mental qui en fait est purement animal. Donc la différence entre un être humain et un humain se trouve à ce niveau parce que les êtres humains font preuve de l'esprit et de l'intelligence alors que les humains font preuve simplement du mentalisme. Et cette différence est si subtile chez nos ancêtres qu'ils ne donnaient la science de Kemet qu'à ceux dont le cœur plein d'intelligence, c'est-à-dire Tefnut, qui est l'intelligence, était en mesure d'accueillir cela. Mais ils rejetaient systématiquement des personnes qui pouvaient faire preuve d'acuité mentale, mais qui étaient dénuées complètement de cœur et donc de Mahat. Il faut bien comprendre ce que je dis, parce que je sais exactement de quoi je parle. Je suis un initié des profondeurs. Donc, le continent africain est un continent de mystère. Vous ne pouvez pas aller avec les armes des autres pour les combattre. Il faut comprendre d'abord quelle est l'identité de notre continent. Notre continent ne peut pas exprimer sa réalité, sa vérité, en dehors de son identité intrinsèque qui est le mystère, la terre noire, la terre des mystères. Deuxième chose, notre continent a fait une scission nette entre l'apex humain et l'être humain. Nous devons le savoir. Et ça, c'est le deuxième élément fondamental à ne jamais oublier. Si vous l'oubliez, vous allez croire que vous avez affaire à des êtres humains. Non, vous avez affaire à des humains, à des humanoïdes, mais des individus calculateurs dénués de Mahat. Voilà. C'est les gens qui sont empreints de Mahat que nous on appelle des êtres humains. Il faut comprendre ce que la science africaine a exprimé. Et c'est ça la science de nos ancêtres. Alors, troisième chose ou l'élément suivant, c'est qu'aujourd'hui, tous les Africains veulent mener des combats avec les armes des autres, sans se poser la question de savoir mais quelle est la mission du continent africain à partir de son identité intrinsèque dans le mot Kemet. La mission de l'Africain ou du continent africain et de tous les Africains, c'est l'humanisation des autres peuples. C'est-à-dire les rendre êtres humains, faire de ces gens-là de véritables humains, parce qu'ils ne le sont pas encore. Vous savez, évoluer du règne animal vers le règne humain
Mais c'est une étape extraordinairement grande, hein, qui peut s'échelonner sur des milliers d'années en fait. Je parle en termes de conscience. Mais évoluer de l'étape de l'humain à l'étape de l'être humain, c'est pareil. C'est un vaste fossé, hein, énorme. Et donc, vous avez affaire à des gens qui sont des humains, mais qui ne sont pas des êtres humains. Et le fossé est si grand que vous ne pouvez pas espérer que ces gens vous comprennent. Ils ne peuvent pas comprendre votre logique, votre vie. Ils ne vous comprendront jamais. Donc, vouloir que l'Occident ou le Locodem sympathise avec la souffrance africaine, avec la réalité et la vérité de l'Afrique, c'est faux. C'est faire preuve de myopie spirituelle parce qu'ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas l'élévation pour pouvoir le comprendre. C'est ça la vérité. Et c'est ça qu'ils savent. Et c'est ça qui leur fait peur. Parce qu'ils savent que nous sommes fondamentalement, ce n'est pas bien de le dire, mais je vais le dire quand même, nous sommes fondamentalement supérieurs. Même si les grands penseurs n'ont pas voulu utiliser cette terminologie, simplement parce que les êtres humains ne font pas de différence. Ils sont tellement dotés d'intelligence et de sagesse qu'ils considèrent que nous sommes tous un. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais si on doit vraiment réfléchir, le but du continent africain, c'est de faire de ces humains des êtres humains. Mais si vous oubliez que c'est votre mission et que maintenant, vous faites la politique des autres, vous faites l'économie des autres, vous faites la sociologie des autres, vous faites l'anthropologie des autres, quoi encore? Vous faites toutes les sciences des autres. Et c'est contradictoire, c'est utopique à la science fondamentale de nos ancêtres. Et vous voulez les battre encore sur ce même terrain. J'ai déjà dit ici une fois, si vous dansez avec le diable, vous allez pousser une queue. Et vous ne pouvez pas danser plus que le diable, parce qu'il dansera plus que vous, puisque c'est lui qui a initié sa danse. Il faut retrouver l'identité du continent africain. Pas d'abord de l'Africain, du continent africain. Et maintenant d'élaborer tout un ensemble de connaissances à tous les niveaux, bien structurés, qui permettent, reposant sur cette connaissance-là, sur cette identité du continent africain, d'induire maintenant au niveau de chaque Africain un éveil, un réveil, qui nous permette de savoir qui il est. Parce que qui on est, on ne peut le savoir qu'à partir de notre mère. Et qu'émet, quand on dit être, même si ça ne se prononce pas, c'est toujours lié au féminin. Ce n'est pas un symbole du pain, bon, on peut l'associer, mais c'est une pierre ponce qui permet d'affiner les obélisques en Égypte. Donc je pense que j'en ai suffisamment dit. On verra pour la suite. Merci bien.